pour nous parler de cette dernière semaine de campagne et ce à quoi on peut s'attendre comme performance des chefs. Nous accueillons la politologue Stéphanie Chouinard du Collège militaire de Kingston. Madame Chouinard, bonsoir. Bonsoir. Alors, à quoi on peut s'attendre cette semaine, dans cette dernière semaine de campagne électorale de la part des chefs? Quelle devrait être la stratégie adoptée par Justin Trudeau, Andrew Scheer et compagnie? La dernière semaine, c'est la dernière semaine pour serrer des mains, pour soutenir les candidats locaux. Et donc, les stratégies de chacun des chefs vont dépendre finalement des sondages. On voit les chefs se déplacer un peu partout selon les ressources qu'ils ont, évidemment, pour tenter de soutenir les candidats locaux dans les circonscriptions baromètres. Par exemple, aujourd'hui, Justin Trudeau était au Nouveau-Brunswick. Ce n'est pas anodin. On se souvient qu'en 2015, le Parti libéral avait raflé tous les sièges du Canada Atlantique et les libéraux sont présentement en difficulté dans le sud de la province. Donc, on va aller soutenir les candidats sortants, tenter de convaincre la population locale de voter à nouveau libéral cette année. Et donc, pour les conservateurs, les néo-démocrates, et évidemment le Bloc québécois, la tendance sera différente. On sera plutôt sur l'offensive. On tentera d'aller dans les circonscriptions où les chefs voient que leurs candidats ont une chance de battre les candidats sortants. Jusqu'ici, les sondages démontrent que la lutte est très, très serrée entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Comment expliquer cette lutte si serrée? Il y a quand même eu quelques débats, il y a eu quelques bévues de chacun des chefs, mais comment explique-t-on cette lutte très serrée entre le Parti libéral et le Parti conservateur? Oui, ça a été le cas depuis le début de la campagne, d'ailleurs. Si on a suivi les sondages depuis le début de la campagne, les libéraux et les conservateurs ont été vraiment nez à nez pendant toute cette campagne électorale. Et ce qu'il me semble, c'est que ni les conservateurs ni les libéraux ont été en mesure de convaincre les Canadiens qu'ils avaient une vision très claire de ce à quoi ressemblerait un gouvernement selon leur plateforme électorale. Donc, pas de grande vision, beaucoup de promesses à l'emporte-pièce. On a tenté de convaincre, non, les Canadiens, mais certaines parties de l'électorat très précises. Et donc, on récolte un peu le résultat de ce type de plateforme-là à 6 jours là, du jour du scrutin. Et le fait que la bataille soit si serrée ouvre la porte à des discussions assez intéressantes. En fin de semaine, Doug Meeting, le chef du NPD, par exemple, a parlé ouvertement de coalition. Est-ce que c'était quand même assez surprenant d'ouvrir son jeu comme ça à quelques jours de la campagne électorale, au moment où le vote par anticipation, par exemple, commençait? Oui, donc on sait que chez les Verts, par exemple, Elizabeth May n'a jamais fait de cas du fait qu'elle était prête à collaborer avec n'importe quel gouvernement, en autant que celui-ci était prêt à parler d'environnement, évidemment. Pour la sortie de Jagmeet Singh, d'annoncer qu'on était prêt à entrer dans une coalition formelle, comme il l'a fait, ça, c'est un peu plus surprenant, surtout lorsqu'on sait que l'électorat canadien est un peu chatouilleux. Lorsqu'on parle de coalition, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait légitime dans le type de gouvernement que nous avons, donc le système parlementaire, mais les Canadiens ne sont pas friands de cette idée-là. Et ça pourrait effectivement avoir un impact sur le vote, notamment le vote stratégique. Si on pense aux électeurs néo-démocrates qui ont entendu M. Singh parler d'une coalition, bien, ça pourrait les tenter de voter libéral au lieu de néo-démocrate si une coalition libérale néo-démocrate est en vue. Pour certains électeurs pour qui une telle coalition n'est pas du tout souhaitable, on pourrait aller voter pour un autre parti du tout au tout. Et donc, ça a été une grande surprise pour moi de l'entendre sortir aussitôt et parler aussi ouvertement d'une coalition. Est-ce que c'était une façon de contrer le discours de Justin Trudeau, par exemple, qui lui fait un appel à l'Union des forces progressistes pour empêcher les conservateurs de remporter la victoire le 21 octobre, par exemple? Bien, ça pouvait tenter justement de contrecarrer le discours des libéraux et des conservateurs qu'on entend à chaque année, les deux grands partis qui tentent de convaincre les Canadiens de voter stratégique. Par contre, ça peut aussi lui nuire dans la perspective où, justement, cette idée-là d'une coalition pour plusieurs Canadiens, ce n'est pas un scénario souhaitable. Et d'ailleurs, parlant de coalition, ça ne fait pas partie nécessairement des mœurs politiques, là, de parler de gouvernement de coalition. Il n'y en a pas eu tellement dans l'histoire du pays, là. Non, absolument pas. Ce n'est pas une idée qui est très populaire. Lorsqu'on a un Parlement sans majorité au sortir d'une élection, la première tendance pour le gouvernement sortant ou pour le gouvernement qui a le plus de sièges sans avoir obtenu une majorité, c'est de tenter de faire cavalier seul. D'ailleurs, si on se souvient aux premières élections où le gouvernement de Stephen Harper a été élu, ça a été ce type de scénario-là. M. Harper n'avait pas été en mesure d'obtenir une majorité des sièges. Il avait quand même tenu bon pendant presque 2 ans.
avant de déclencher une prochaine élection. C'est peut-être à ce scénario-là qu'on devrait se préparer au lendemain du 21 octobre. Donc, selon les sondages, le scénario d'un gouvernement minoritaire semble assez inévitable si on se fie aux coups de sonde qui sont donnés, qui ont été faits au cours des derniers jours encore. Absolument. Selon les sondages actuellement, la perspective d'un gouvernement majoritaire, soit conservateur ou libéral, est de plus en plus mince. Et bon, il reste encore une semaine de campagne. Et comme on l'a vu en 2015, la dernière semaine peut être une semaine déterminante pour les électeurs. Mais si on se fie à ce qu'on sait aujourd'hui, la perspective d'un gouvernement minoritaire est de loin la plus probable. Comment vous expliquez la montée du Bloc québécois au Québec, par exemple? Parce qu'on a vu que le Bloc a su tirer son épingle du jeu et pourrait faire mal aux autres partis qui tentent de séduire les électeurs au Québec. Comment on explique cette montée du Bloc québécois? Oui, donc le Sphinx qui renaît de ses cendres. Donc, on peut voir une excellente performance du chef, Yves-François Blanchet, qui était peu connu au début des élections et qui a très bien su tirer son épingle du jeu, notamment durant les débats électoraux, là où il était invité. Et d'ailleurs, même au débat, le débat de la commission en anglais, même les Canadiens anglais, je crois, ont été assez impressionnés de la performance de M. Blanchet. Donc, c'est certain que des votes pour le Bloc québécois, on vient jouer sur les plates-bandes néo-démocrates. On sait que Jagmeet Singh misait beaucoup sur le Québec durant cette élection, tentait de recréer un peu la vague orange qu'on avait connue en 2011. Ça ne semble pas se reproduire sur le terrain selon ce qu'on voit dans les sondages actuellement. Ça peut aussi être dommageable pour les libéraux, mais comme on l'a vu, là, les conservateurs ont aussi des plumes à perdre dans certaines circonscriptions au Québec. Et là, le Bloc québécois, qui fait appel évidemment à un électorat plus nationaliste, peut aussi aller manger certains des acquis des conservateurs. Donc, le Bloc québécois pourrait jouer les troubles-fêtes, si vous voulez, le jour des élections, parce que les libéraux comptaient sur des gains au Québec pour compenser peut-être des pertes dans les provinces atlantiques et des pertes de sièges dans l'Ouest. Mais maintenant, ça semble être un peu difficile à réaliser compte tenu de la montée du Bloc québécois. Et dans le cas du Parti conservateur, il faut faire des gains, évidemment, au Québec si on veut aspirer à gouverner. Donc, le Bloc québécois n'a pas nécessairement dit son dernier mot, même si plusieurs prédisaient sa mort il n'y a pas si longtemps à peine. Exactement. Et d'autant plus qu'au contraire des Verts ou des néo-démocrates, la perspective d'une coalition avec le Bloc québécois pour le Parti libéral ou le Parti conservateur n'est pas vraiment dans les cartes. On sait que, bon, le Bloc québécois prend une teinte assez particulière dans la tête de l'électorat, surtout canadien anglais. Ce serait assez mal reçu pour la majorité de l'électorat de tenter d'avoir une coalition avec un parti qui ne veut pas être au pouvoir, de toute évidence. Donc, le Bloc québécois peut se faire l'allié d'un gouvernement minoritaire sur certains enjeux, mais la perspective d'une coalition formelle est assez nulle. Maintenant, pour ce qui est de Jagmeet Singh, il s'est avéré un peu la surprise de cette campagne. Il faut dire que les attentes étaient très peu élevées à l'envers M. Singh, mais maintenant, je pense qu'il a réussi à, comment dirais-je, convaincre un peu les sceptiques par rapport à son leadership, par exemple. Oui, dans la dernière semaine, on a vu une remontée assez spectaculaire des intentions de vote vis-à-vis des néo-démocrates. Jagmeet Singh, qui était aussi une figure assez peu connue, surtout à l'extérieur de l'Ontario. On sait que M. Singh avait fait de la politique ontarienne à Queen's Park pendant quelques années avant de se lancer en politique fédérale, mais était une figure qui méritait à être connue. Et pour lui aussi, les débats électoraux ont été essentiels. Il a su démontrer aux Canadiens une figure sympathique et quelqu'un qui était capable de tenir son bout sur plusieurs enjeux, malgré plusieurs des pics envoyés à son égard. Je pense notamment à Yves-François Blanchet, qui a rappelé à plusieurs reprises à M. Singh que des enjeux comme la santé, par exemple, c'était du ressort des provinces. Maintenant, parlons un peu du ton de la campagne jusqu'ici. Est-ce que c'est de nature à convaincre les gens d'aller voter? Parce que le ton de plusieurs des partis a été quand même assez négatif. Les campagnes négatives, forcément, n'ont pas nécessairement la cote au Canada. Effectivement, une campagne où on a eu des débats assez acrimonieux à plusieurs égards et, comme vous venez de le souligner, souvent ça a un impact négatif sur les intentions de vote. On sait que le vote par anticipation dans le courant de la dernière fin de semaine a été quand même assez surprenant. On parle d'une hausse d'à peu près 25 comparé au vote par anticipation de 2015. Mais je n'ai pas l'impression que ça va se transmettre en une hausse de participation le 21 octobre. En règle générale, les électeurs sont sortis de cette campagne électorale
plus découragé qu'encouragé des promesses et du comportement des leaders. Et donc, j'ai l'impression qu'on va voir certainement là, une petite baisse dans le taux de participation comparé à 2015. Malgré le taux de participation plus élevé qu'on a vu en fin de semaine, vous l'avez mentionné, c'est un taux qui est quand même assez impressionnant. Je pense qu'il est en hausse de 25 %, du moins c'était le cas durant les 2 derniers jours. Malgré tout, vous ne pensez pas que ça va contribuer à une augmentation du taux de participation des Canadiens? Je suis sceptique à cet égard-là. Je pense qu'on peut regarder le vote par anticipation qu'on a vu dans le courant de la fin de semaine et se dire, bon, de deux choses l'une. D'une part, la campagne électorale a peut-être déjà convaincu certains électeurs qu'ils n'avaient pas besoin de la dernière semaine pour se faire une tête à savoir pour qui ils allaient voter. Et donc, ils étaient déjà prêts à faire un choix. Et d'autre part, c'est peut-être un heureux hasard que le vote par anticipation est tombé pendant une longue fin de semaine. Ça donnait une bonne chance aux électeurs de sortir voter. C'était un moment propice à sortir voter, même parfois en famille. On a vu plusieurs électeurs sortir avec, de façon là, multigénérationnelle. Et donc, je n'ai pas nécessairement l'impression que le 21 octobre, on va voir un regain là, comparé à 2015 sur les intentions de vote, puisqu'en 2015, là, quand même, on avait vu une très belle remontée par rapport aux dernières élections. C'est environ, je pense, 68 à ce moment-là. Donc, c'était en hausse par rapport à 2011. Donc, peut-être le statu quo à cet égard-là. J'aimerais revenir sur un incident qui est survenu en fin de semaine. C'est le chef libéral, Justin Trudeau, qui a dû porter une veste anti-balles. Est-ce que ça vous surprend au Canada de voir un chef être obligé de porter une veste pour se protéger en raison d'une menace à sa sécurité? C'est quand même assez étrange ou même inquiétant, je dirais. Inquiétant, certainement. Je ne sais pas si c'est surprenant compte tenu justement l'acrimonie du débat qu'on a vu. On sait que, il y a certaines menaces qui planent sur les chefs de tous les partis politiques, mais de voir le leader et le chef du gouvernement sortant porter une veste par balle, j'ai l'impression que ça a marqué l'imaginaire et qu'on est passé à un autre type de débat, justement, sur la sécurité, sur le type de discours qu'on entend durant la campagne électorale. Je pense que les Canadiens, en règle générale, sont assez fiers du fait que, justement, nous avons des débats politiques certainement sérieux, mais aussi pacifiques. Et là, de voir qu'il y a une menace réelle sur la tête d'un des chefs de parti, je crois que ça en a surpris quelques-uns. Et d'ailleurs, ça a été décrié par tous les chefs de parti, que, on peut être en désaccord politiquement avec quelqu'un, mais qu'on n'avait pas besoin de tomber dans la violence. Donc, quand même assez inquiétant. Cette élection pourrait peut-être voir les partis verts causer une certaine surprise. Est-ce que c'est encore dans les cartons, pensez-vous, ou est-ce qu'on doit s'attendre à ce que peut-être que Mme May, encore une fois, va terminer la soirée électorale avec un peu moins de sièges qu'elle l'aurait souhaité, évidemment? Oui, donc les intentions de vote vis-à-vis du Parti vert qui ne sont pas en hausse depuis quelques semaines. On voit qu'elle a perdu des plumes. Par contre, il y a encore la possibilité de gain, surtout pour elle, en Colombie-Britannique, là, dans la région. Évidemment, elle est dans la circonscription de Saanich, mais il y aurait quelques autres circonscriptions où les Verts auraient une possibilité quand même intéressante de remporter les sièges. On sait qu'au Canada Atlantique, ainsi que dans la région de Guelph, en Ontario, où le chef des Verts ontariens, Mike Schreiner, a réussi à gagner son pari, à être élu en 2018. Il y a eu beaucoup de travail sur le terrain qui a été fait de la part des comités locaux verts. Par contre, de ce côté-là, ça ne semble pas se traduire dans les intentions de vote. Donc, s'il y a des gains à faire pour les Verts, ce sera réellement en Colombie-Britannique. Il nous reste un chef dont on n'a pas parlé, c'est Maxime Bernier, rapidement. Est-ce que Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada, va jouer, lui, les troubles-fêtes dans certaines circonscriptions, notamment peut-être aux dépens du Parti conservateur? Est-ce que c'est toujours une possibilité? Bon, les intentions de vote pour le Parti populaire n'ont pas démontré qu'il y aurait de grandes chances de réellement avoir un impact sur le vote conservateur. Même dans sa propre circonscription, M. Bernier se fait drôlement chauffer par le candidat conservateur, qui est quelqu'un qui est très connu dans la communauté. D'ailleurs, c'est un peu la stratégie des conservateurs au Québec. Non de miser sur le chef, mais de voter sur des candidats locaux qui sont très forts. C'est exactement la stratégie qu'ils ont utilisée en Beauce. Et M. Bernier lui-même n'est certainement pas garanti de conserver son siège dans sa propre circonscription. Donc, les craintes du côté du Parti conservateur là, ne se sont pas avérées jusqu'à maintenant dans les sondages. Madame Stéphanie Chouinard, politologue au Collège militaire de Kingston, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Ça m'a fait plaisir.